Je reçois maintenant Alyosha Wald-Lazowski, professeur des universités. Bonjour, vous enseignez la philosophie politique à Sciences Po Lille en master et vous publiez chez Max Milo les 5 secrets de James Bond. Pour vous, les 25 films de James Bond ne relèvent pas seulement du divertissement populaire. Ce n'est pas uniquement une franchise qui a rapporté des milliards à ses producteurs. C'est plus intéressant que Star Wars, parce qu'on y voit beaucoup plus de choses. Ben oui, c'est ça qui est intéressant avec maintenant 60 ans de cinéma de la saga James Bond, qui a commencé exactement en 62 et qui elle-même est une adaptation de romans de Ian Fleming qu'il a commencé à écrire dans sa villa qui s'appelle GoldenEye en Jamaïque en 52-53. Donc on a 60 ans de cinéma, bientôt 25 films. Et je pense qu'effectivement, on pourrait, alors au-delà de l'aventure, de l'espionnage, du divertissement, même parfois de scènes un peu kitsch, période Roger Moore par exemple, on pourrait tout à fait voir la saga de James Bond comme une épopée arthurienne, comme effectivement une histoire d'aventure, mais aussi finalement mythologique, qui renvoie presque à l'Odyssée d'Ulysse. Donc je trouve qu'on peut analyser effectivement cette saga comme finalement faisant partie de notre culture contemporaine d'aujourd'hui, mais au sens mythologique pratiquement de Roland Barthes, c'est-à-dire quelque chose qui nous a accompagnés et au fond qui aujourd'hui peut être un objet. Alors moi je ne pense pas qu'il faille le prendre comme un objet de nostalgie, mais la saga de James Bond a évolué avec son temps. Et finalement, c'est un regard aussi sur l'époque, sur les années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que c'est un bon mélange finalement, c'est ça finalement un mythe ou une épopée, c'est un mélange entre différence et répétition. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la saga de James Bond des éléments récurrents, la fameuse, je pense que c'est la ritournelle la plus célèbre du cinéma, My Name is Bond, James Bond. Quoique vous parliez de Star Wars, Je suis ton père, c'est aussi une ritournelle célèbre. Mais disons qu'on a par exemple le fameux cocktail vodka martini, secoué mais non agité, qu'on retrouve de film en film, ou Miss Moneypenny, qui accueille James Bond à chaque fois qu'il arrive au bureau du MI6. Et pourtant, répétition donc, et pourtant différence aussi, parce que je pense que les personnages ont évolué, que les rapports hommes-femmes ont évolué, que le contexte géopolitique a changé, et que James Bond dit quelque chose de notre temps et de notre époque. Et alors, pour vous, il y a donc 5 secrets que vous nous dévoilez dans ce livre. Le premier d'ordre géopolitique, c'est que vous nous dites qu'au fond, James Bond, et là vous parlez des films, James Bond anticipe les évolutions à la fois de la guerre froide, puisqu'une grande partie des films de James Bond se déroule pendant la guerre froide, mais aussi de l'après-guerre froide. Au fond, il tiendrait un rôle de vigie de la géopolitique à l'avenir. Alors à quoi voyez-vous ça ? Alors, il y a 2 éléments qui peuvent aller dans ce sens. C'est d'une part que effectivement la saga de James Bond apparaît en 1962 sur les écrans. La grande première, c'est à Londres au Royal Albert Hall le 5 octobre 1962. Et 3 jours plus tard se déclenche finalement la crise des missiles à Cuba qui commence à ce moment-là. Et donc, on est déjà plongé dans quelque chose qui est effectivement le contexte géopolitique bipolaire de la guerre froide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la saga James Bond accompagne donc les événements politiques, géopolitiques, mais en donnant évidemment un rôle un peu plus important à la Grande-Bretagne pour redorer finalement l'image de la Grande-Bretagne et pour essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas seulement ce qui se passe dans la réalité dans les années 60, qu'elle ne soit pas seulement l'allié des États-Unis contre l'URSS, contre le bloc soviétique. Et on voit très bien que dans les films, par exemple le tout premier, Dr No, vous avez évidemment le méchant, comme dit Sir Alfred Hitchcock, c'est les grands méchants qui font les grands films. Dr No est un adversaire de James Bond, mais un adversaire des 2 camps, de l'Est et de l'Ouest, des États-Unis et des Soviétiques, parce qu'il a détourné de l'argent des Chinois et il va travailler pour une organisation terroriste qui s'appelle Spectre et qu'on va retrouver de film en film. Et donc, effectivement, ça nous arrache finalement au contexte géopolitique. Et ça, c'est un point qui est intéressant et qui montre qu'au final, les ennemis... Pardon de vous interrompre, et qui va accompagner en fait toute l'existence de James Bond. Vous dites qu'au fond, il est très rarement contre la Russie, contre l'URSS ou même contre le KGB, James Bond. Il n'est pas contre eux. Au fond, il leur arrive même assez souvent de travailler la main dans la main. Et vous rappelez que c'est en 85, dans Rien que pour vos yeux, je crois, il est décoré de l'ordre de Lénine, James Bond. C'est pas du tout un ennemi du bloc soviétique.
Non, non, c'est vrai, et c'est même le général Gogol qui vient lui offrir la médaille dans le bureau du MI6, effectivement dans le contexte des années 80, où la tension de la guerre froide a redémarré, a repris un nouvel élan. En fait, dans les films, vous avez le général Gogol, qui est finalement l'équivalent de M du MI6, c'est-à-dire le chef du KGB, qui va souvent rencontrer James Bond ou ses homologues, et ils vont sympathiser contre un ennemi supérieur. Par exemple, dans L'espion qui m'aimait, c'est Karl Stromberg qui veut effectivement noyer la planète, détruire le monde, et donc les Russes et les Britanniques vont s'allier ensemble. Et puis finalement, regardez, ce qui est amusant, c'est que deviennent les États-Unis? C'est le fameux agent de la CIA Felix Leiter, qui est le copain depuis toujours de James Bond. Qu'on et en fait, retrouvera lui, dans qui le marche prochain plutôt... d'ailleurs, dans Voilà, No Mourir peut Time to attendre. Die. Exactement, il sera là aussi. Il est là depuis le début, hein, depuis Dr No. Et en fait, lui, il est souvent avec la veste à l'épaule à regarder James Bond. Alors, ça avance la mission, etc. Donc, il est plutôt sympathique, bien sûr, mais on voit très bien que, voilà, dans le film, c'est plutôt la CIA qui s'allie avec le MI6 plutôt que l'inverse. Et c'est James Bond, évidemment, qui a le beau rôle. Ce que vous dites dans votre livre, c'est que l'enjeu de la bataille de James Bond, c'est pas tellement la domination du monde, c'est plutôt le soft power. C'est pas le hard power, c'est le soft power. Oui, parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au final, bien sûr, il y a des affrontements, des conflits, des batailles, j'allais dire, épiques, parfois dans les films, hein, bien sûr. On attend toujours la grande scène de fin où il y a souvent l'attaque des forces alliées contre l'ennemi. Mais ce qui est intéressant, oui, le soft power, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les parties de conflit seraient souvent autour d'une table de casino, une table de jeu. Et donc, c'est là aussi, évidemment, que les coups de bluff, les coups de poker, comme on dit, et qui sont dans la géopolitique des sortes d'armes qu'on utilise pour faire croire à l'adversaire telle ou telle stratégie, et en fait, ce n'est pas celle-là qu'on utilise. Finalement, la table de casino, dans les films de James Bond, représente la scène géopolitique. Et je trouve ça très intéressant de voir comment les conflits se règlent d'une certaine façon autour d'une partie de baccarat, autour d'un cocktail martini ou d'un jeu de cartes. Alors, le deuxième secret que vous voyez dans les films de James Bond, c'est que James Bond, c'est à la fois un sujet britannique et en même temps, il est profondément cosmopolite. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un nationaliste et c'est le contraire d'un identitaire. Au fond, c'est le contraire d'OSS 117, ou du moins la parodie qu'on en a fait en France avec Jean Dujardin, d'autant plus parodique que OSS, c'était les services secrets américains, hein, et que donc on a un agent secret français qui travaille en réalité pour les services secrets américains. Enfin bon, passons ce détail, mais enfin on voit bien, ce qu'il y a de drôle chez OSS 117 joué par Dujardin, c'est qu'il est nationaliste, il est identitaire et il est complètement con. Alors que James Bond, pas du tout. James Bond, il est traversé par absolument toutes les cultures, il les connaît toutes. Et oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il est patriote, c'est certain, il est fidèle à la couronne, à sa majesté. On a évidemment tous les éléments britanniques réunis dans les films, même le charme, le flegme anglais, l'humour anglais. On peut analyser vraiment les dialogues aussi sur la question typique de la manière de parler britannique. On a les codes, évidemment, qui sont là. Les décors sont britanniques. Il y a toute une ambiance, évidemment, au départ qui l'est. Et pourtant, j'ai l'impression que à partir de cette identité, James Bond va s'arracher presque à ce qu'on lui colle à la peau, c'est-à-dire effectivement qu'il est un agent secret qui a un format, une norme standard bien définie. Et effectivement, il s'adapte à des univers très différents. Il arrive à se métamorphoser. Il a une sorte d'hybridité finalement. C'est un personnage beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, qui se transforme un peu au fur et à mesure des missions. Et par exemple, effectivement, lorsqu'il est au Japon, dans on ne vit que deux fois, véritablement, il s'adapte à d'autres codes culturels, il s'adapte à d'autres langues. Miss Moneypenny lui dit n'oubliez pas de partir avec votre petit dictionnaire de traduction pour cette mission, et lui dit non, j'ai un doctorat de langue orientale, je parle très bien le japonais, et effectivement on le voit que dans le film, il connaît très bien les codes, il sait très bien comment boire du saké par exemple. Évidemment que la boisson chez James Bond est un peu un critère pour voir comment le personnage se place dans le décor, dans l'environnement, et par exemple il montre très bien qu'il sait parfaitement préparer le saké, boire le saké, le déguster à la bonne température. Et ça, c'est un signe, évidemment, c'est un détail, mais par exemple, il connaît bien les arts martiaux, il connaît bien, évidemment, des techniques de combat japonaises. Donc, dans ce film-là, qui est un film où on voit comment James Bond
finalement s'adapte à un environnement différent. Finalement, il représente la mondialité, c'est-à-dire il représente l'hybridation des cultures, la transformation des cultures les unes par les autres. Et d'ailleurs, il fait ça, pas seulement avec les Japonais, hein, avec les Arabes, Non, avec tout le monde. Hein. Il est toujours partout chez lui, comme les rois et les voleurs, j'ai envie de dire. Et vous faites remarquer d'ailleurs que de tous les interprètes de James Bond, il n'y en a que 2 qui sont anglais, Roger Moore et Daniel Craig. Tous les autres sont extérieurs à l'Angleterre. Sean Connery est écossais, Pierce Brosnan irlandais, Timothy Dalton est gallois. Et George Lazenby, le héros au service secret de Sa Majesté, est australien. Donc là aussi, ça parfait la résolution de ce petit paradoxe. Troisième secret, ce ne serait pas, d'après vous, James Bond, l'être viril et misogyne que l'on croit. Au fond, c'est quoi alors? C'est un romantique Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, on a une image de James Bond qui incarne, d'ailleurs à juste titre, puisque c'est comme ça que c'est mis en avant dans les films, l'homme moderne, la virilité, même le machisme, en tout cas un certain style d'homme, et dont les femmes ne sont là évidemment que pour l'entourer en tout cas, et le mettre en valeur. Et je pense qu'il faut essayer de voir un peu les choses autrement, parce que dès les premiers films, moi j'appelle pas ça les James Bond Girls, je l'appelle plutôt ça les James Bond Ladies, parce que je trouve que les femmes ont un rôle, soit d'ailleurs elles-mêmes des espionnes ou des agents secrets qui sont au même niveau que James Bond dans certaines missions, par exemple l'espionne soviétique de L'espion qui m'aimait, effectivement, elle s'appelle Triple X, elle est envoyée par le général Gogol en mission et elle est à égalité avec James Bond. Et on voit d'ailleurs, il y a un duel à un moment donné pour savoir si la base de Karl Stromberg se trouve soit en Sardaigne, soit en Sicile. Et les 2 espions ne sont pas tout à fait d'accord. Et on voit très bien que voilà, James Bond n'a pas toujours raison, c'est pas toujours lui qui a le dernier mot, il fait des erreurs. Et ses alliés, qui sont des espionnes, sont tout à fait évidemment à la hauteur des missions qui sont confiées à ces 2 personnages. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un film clé qui est Au service de Sa Majesté de 1969, où pour la première fois James Bond se marie. Et la fin est malheureusement tragique puisque l'épouse de James Bond meurt tuée par justement le grand ennemi Ernst Ravos Blofeld, qu'on retrouvera dans les épisodes suivants. Et depuis cette scène tragique, depuis ce moment tragique, j'ai l'impression que James Bond recherche plutôt que effectivement la séduction facile ou voilà, des aventures. Je pense qu'il recherche ce que j'appelle dans le livre le surmariage, c'est-à-dire qu'on a une comédie romantique qui s'installe dans la comédie d'espionnage et James Bond s'attache au personnage féminin. Et même, il a souvent envie de se marier, même dans Daniel Craig, lorsqu'il va à Venise avec Beth Sperling à la fin de Casino Royale, il propose de vivre avec elle et d'arrêter son métier d'espion. Donc James Bond, je pense, a envie d'une seule chose, c'est de s'installer, de vivre une vie ordinaire et d'arracher lui-même cette étiquette qu'on lui colle souvent à la peau. Et moi, j'irais même plus loin que vous. Je pense qu'il n'est pas aussi hétéronormé qu'on le croit. Il lui arrive de tomber dans la coquetterie. Même Sean Connery tombe dans la coquetterie je crois que c'est dans Goldfinger, où il arbore des maillots de bain, des tenues de plage qui sont quand même sidérantes. Et puis Roger Moore, ensuite, avec ses petits blousons étriqués, ses pantalons moulants, on voit bien qu'il n'est pas du tout, ils ne sont pas aussi hétéronormé qu'on le dit. Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, même, je le dis aussi dans le livre, hein, il y a un chapitre qui s'appelle « L'espion s'habille en Prada » et qui montre aussi effectivement que tous les codes vestimentaires sont finalement transformés, réinventés par James Bond et que la séduction n'est pas forcément uniquement tournée vers les femmes, mais la séduction est aussi tournée vers les hommes. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, les normes sont totalement renversées, je trouve, par James Bond. Et on doit justement, vous avez tout à fait raison, voir aussi cette évolution, cette transformation du personnage dans ses relations autant avec les hommes qu'avec les femmes. Le 4e secret concernerait le corps de James Bond. C'est vrai que c'est un héros physique, hein, mais en quoi son corps est-il particulier ? Je trouve que contrairement aux super-héros qu'on voit aujourd'hui effectivement dans les sagas ou dans les séries, James Bond a malgré tout un côté à la fois sombre, non seulement sombre, mais aussi un côté vulnérable.
fragile. Il se blesse souvent, on le voit avec le bras dans le plâtre. Par exemple, dans Skyfall avec Daniel Craig, il doit repasser des tests d'aptitude physique qu'il va d'ailleurs échouer. Et donc James Bond finalement non seulement vieillit parce que c'est normal, on a aussi une évolution presque du personnage, mais j'ai l'impression que son corps est beaucoup plus fragile et beaucoup plus incertain, et que j'ai essayé d'analyser justement, regardez les titres des films déjà où il y a le mot mourir qui est là en permanence. Ouais. On a l'impression que James Bond est plutôt quand même au bord du fossé, qu'il n'est pas le super-héros qu'on croit et qu'il a beaucoup de failles. Il a d'ailleurs une blessure au bas du dos, il a d'ailleurs des cicatrices. Il est mort, donc vit que 2 fois, il meurt. Hein. Voilà, il y a plusieurs scènes effectivement d'enterrement et j'ai même analysé le nombre de scènes où il est il meurt au début de On ne vit que 2 fois, il meurt, il y a des fausses morts évidemment dans certains films, il y a des pierres tombales qui prennent même les initiales de James Bond dans Vivre et laisser mourir. Donc on a l'impression que qu'il y a une forme de résurrection, c'est un peu un phénix James Bond, il meurt plusieurs fois en fait, si on regarde bien les films, il a plusieurs façon de mourir presque et de ressusciter, de se retransformer. Donc c'est un personnage qui n'a pas finalement une vie aussi définie, aussi maîtrisée qu'on ne le croit, et la mort arrive à plusieurs reprises dans la saga. Et au fond, il est pour vous, il est très différent des super-héros qui, eux aussi, ont formé une franchise, la franchise Marvel, extrêmement lucrative. Hein, parce que les 3 franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma, c'est Star Wars, Marvel et James Bond. Mais lui, ça n'est pas un super-héros. C'est un super-héros, mais sans l'être. Oui, non, c'est vrai qu'évidemment, on est dans une franchise qui a ses codes depuis 60 ans et qui a battu des records, même récemment. Vous savez ce que Skyfall, le film avec Daniel Craig et la magnifique chanson d'Adèle, a totalement battu tous les records du box-office, plus d'1 milliard de recettes. Alors donc là, évidemment, je vous arrête malheureusement parce que vous êtes victime de la propagande des studios hollywoodiens qui nous font croire qu'ils battent des records quand ils n'en battent pas. Il se trouve que le prix du ticket de cinéma ayant évidemment étant beaucoup plus cher aujourd'hui que du temps de Dr No, en réalité Skyfall, dont on nous dit c'était les 50e anniversaire, on nous a dit qu'il a battu tous les records. Non. Les 3 films les plus lucratifs de la saga James Bond, vous savez ce que c'est ? En fait, le premier, c'est Thunderball, c'est Opération Tonnerre. Le deuxième, c'est Goldfinger. Et le troisième seulement, c'est Skyfall. Mais pour le savoir, il faut convertir évidemment ce que ça a rapporté à l'époque dans le monde avec l'inflation des tickets de cinéma. En France, on compte les spectateurs. Les Américains préfèrent compter les dollars. Ça leur permet de battre des records toutes les semaines, même quand ils n'en battent pas, en réalité. Voilà, mais c'était un petit point. D'accord, mais vous avez raison, effectivement, qu'il faut replacer chaque sortie de film dans son contexte économique. Évidemment. Et bien sûr, voir tout à fait par rapport au nombre de spectateurs, la rentabilité. Mais en tout cas, pour simplement, si vous me permettez cette analyse, c'est que James Bond, en tout cas, ne dépérit pas et par rapport à ses concurrents, garde toujours évidemment une place particulière dans le cœur des spectateurs du monde entier. Et donc effectivement, ce qu'on pouvait dire là sur ce point, c'est que c'est une saga effectivement qui apporte à chaque fois son lot évidemment de références, de codes et d'attendus. Et je pense qu'il va quand même se développer davantage que les autres sagas parce que, comme vous savez, le prochain film Mourir peut attendre est le dernier de Daniel Craig. Donc la productrice Barbara Broccoli cherche évidemment un successeur, un remplaçant à Daniel Craig. Et là aussi, on a beaucoup de spéculations, beaucoup d'idées, mais moi je trouverais formidable, par exemple, qu'on sait qu'il y a une actrice, Lashana Lynch, qui joue dans le prochain une espionne du MI6. Peut-être qu'effectivement, James Bond sera une femme, ou en tout cas, on a beaucoup de prétendants pour remplacer James Bond, et les choses vont encore évoluer. Donc le personnage va aussi se transformer par les acteurs et les actrices qui l'incarnent. Alors, 5e secret, vous en avez compté 5, hein, c'est le titre de votre livre. Le 5e secret, c'est que le premier film de James Bond sort quasiment le même jour, en 1962, que le premier 45 tours des Beatles. Alors, j'avais jamais remarqué cette coïncidence. Love Me Do est sorti le même jour ou quelques heures près que le film que le premier film, le Dr No avec Sean Connery. C'est incroyable. Mais quelle conclusion en tirez-vous ?
J'en tire une conclusion. Évidemment, on pourrait simplement voir ça comme une coïncidence d'époque, mais ça dit quelque chose aussi sur la pop culture et aussi sur notre culture contemporaine. Parce que, évidemment, pour nous, aujourd'hui, James Bond, comme les Beatles, d'une certaine façon, sont des classiques des années 60. Et évidemment, on peut les voir à la fois comme des figures aujourd'hui intemporelles, éternelles, qui ont marqué leur époque et qui continueront à marquer des générations, et en même temps comme quelque chose qui va bouleverser justement les rapports entre classique et moderne. Parce que ce qui est intéressant dans les James Bond, c'est qu'il y a des références à des musiques tout à fait contemporaines, à des voitures tout à fait modernes, à des marques de champagne qui sont dans l'air du temps, et en même temps à des musiques classiques, à des œuvres intemporelles. Donc il y a un mélange entre le classique et le moderne dans la saga James Bond, et ça forme un cocktail assez intéressant aussi à regarder aujourd'hui avec le décalage avec le temps. Mais oui, cette coïncidence de sortie entre les Beatles et James Bond, c'est quand même la naissance effectivement d'une nouvelle génération de la pop, et d'un côté de la musique pop et de l'autre du cinéma pop, je pourrais dire. Et de l'influence des Anglais, au fond, sur ces années 60. Dieu sait si leur influence va être considérable. Alors là, on parle de soft power, c'est extraordinaire. À la fois l'invasion britannique, c'est comme ça que les Américains le verront à partir des Beatles et de tous les groupes anglais, et de James Bond, qui est effectivement un produit anglais au départ. Mais par rapport à cette querelle entre les anciens et les modernes, moi je trouve que James Bond est porté sur le classicisme. À la fois son élégance, c'est classique, à part quand c'est Roger Moore. Sa culture est classique, il y fait référence dans tous les domaines, vous le disiez. Il a très bon goût, James Bond. C'est un arbitre du bon goût, et d'un bon goût intemporel. Ses références sont classiques, il passe son temps à Venise, vous le faites remarquer, il revient tout le temps à Venise. Les Beatles, c'est le contraire. Les Beatles suivent toutes les modes, ils en inventent un certain nombre, mais ils vont toutes les suivre. Ils vont jamais à Venise, les Beatles, ça les intéresse pas. Et on voit bien, ils vont épouser toutes les modes vestimentaires, même les plus ridicules. Ils vont se laisser pousser les cheveux, la barbe, etc., etc. Les Beatles de 1969 n'ont plus rien à voir avec les Beatles de 1962, alors que James Bond, lui, reste James Bond, au fond. Oui, c'est vrai que vous avez raison, on ne voit pas un James Bond hippie, par exemple, dans un des films. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, finalement, du côté des adversaires de James Bond, une incarnation aussi de ce classicisme. Donc il y a deux, finalement, alors soit on verrait les films comme un affrontement entre finalement le classique James Bond contre ses ennemis qui eux aussi sont classiques. Par exemple, il y a Ernst Travo Blofeld dans Les Diamants sont éternels qui cite La Rochefoucauld. Il y a une citation de La Rochefoucauld qui est d'ailleurs pas tout à fait exacte dans l'utilisation même de cette maxime, mais en tout cas on voit qu'il y a des références évidemment au classique. Karl Strandberg a des teintures, des dorures dans sa base secrète qui renvoient évidemment à des tableaux de la Renaissance qu'il essaie d'imiter. De son côté, James Bond est aussi un classique qui va évidemment, son nom même c'est le symbole du classicisme, puisque c'est une synthèse entre Bond Street et St. James Street, qui sont deux rues anglaises où il y a les couturiers, où il y a évidemment le plus ancien club de gentlemen de l'Angleterre, de Londres. Et donc, James Bond, qui dans les romans de Ian Fleming, qui a fait ses études dans les collèges les plus huppés, les plus classiques d'Angleterre, évidemment a une formation classique et un esprit très, très classique. Donc voilà, à partir de quel moment il reste dans ce cadre, à partir de quel moment il en sort parfois, comme peut le faire de temps en temps, évidemment, certains acteurs ou certaines incarnations de James Bond, qui est peut-être, par exemple, avec Timothy Dalton, on a un James Bond qui s'américanise presque d'une certaine façon, qui est plus dans l'action pure, dans une certaine forme de violence. Et en même temps, il y a aussi chez James Bond une bestialité. Il est brut de décoffrage. C'est un être aussi qui est à la fois sophistiqué, qui a à la fois les codes de la sophistication et en même temps qui a une forme de bestialité. C'est un être de chair, c'est un être aussi de corps qui souffre parfois, qui lutte aussi parfois contre lui-même. Donc il y a ces deux aspects. C'est évidemment un être d'image. James Bond est quasiment un personnage qui a une image
presque éternel, vous l'avez dit, et en même temps qu'il y a des failles qui vont apparaître au fur et à mesure des films et qui le rendent psychologiquement plus complexe. Je pense notamment, et c'est ce qui a renouvelé aussi un petit peu la saga, Skyfall et Spectre, on voit très bien que James Bond est torturé, qu'il va même voir une doctoresse qui s'appelle Madeleine Swann, hein, évidemment, qui est un personnage qui fait allusion à Proust, personnage proustien, et en même temps, voilà, il a des problèmes avec son enfance, il a des problèmes aussi lui-même psychologiques qu'il doit régler, et finalement, on voit que voilà, rien n'est encore achevé, que derrière l'armure se brise un petit peu voilà, le glamour de façade et les gadgets en trompe-l'œil. Merci Alyosha Valdansovski, merci d'avoir participé à cette émission. Les 5 secrets de James Bond est paru chez Max Milo. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.